De quel sujet n'ai-je encore parlé avec mon invité? Le spectacle, la bande dessinée, c'est fait, sous le titre pluriel. Le cabaret théâtral, c'est fait, avec que d'espoir. Drag Race France aussi, la reine première, c'est elle à tout jamais. Elle sera d'ailleurs sur scène ce soir à l'Accor Arena avec ses Sista All-Star pour The Party. Alors quoi? Vous inquiétez pas, il reste au menu du jour le cinéma, un livre d'histoire et un premier album, Château intérieur. Quand toi tu peines à boucler tes journées, j'entends péniblement écrire une intro qui se tienne. Mon invité a déjà fait tout ce que je viens d'énoncer et puis comme il lui restait 3 jours off, pourquoi pas tourner dans Chien 51. Quand toi tu galères à proposer une frange et une face à peu près présentable alors que t'en as qu'une, la personne s'autorise à être charismatique quelle que soit son identité. Franchement, si je l'aimais pas autant, je ne serais qu'une petite boule d'aigreur aujourd'hui. Mais en vrai, je suis ravie d'accueillir Paloma aka Hugo Bardin et vice versa. Bonjour. Bonjour Charline, je suis bouleversée par cette introduction. Bon, Oh là écoute, là. je n'en pense pas un mot. Non, c'est faux, je pense tout ce que je dis. Je prends. Comment ça va déjà? Parce qu'on y reviendra, mais j'ai omis de mentionner qu'en plus de tout ça, t'étais sur scène samedi dernier au Trianon avec Bianca Del Rio. Juste savoir, il y a des moments où tu chill. Pas trop, mais on en parlait tout à l'heure avec Moon, parce qu'on s'est croisés, et on s'est dit en fait on aime trop ça, je crois. On ne peut pas se plaindre, on fait des métiers qu'on adore, et moi j'ai pas l'impression de travailler. Alors, il y a des moments, je te dis ça, il y a des moments où j'ai envie de tout couper et de rester avec mon chien et mon chat sous la couette, mais j'ai tellement de chance d'avoir toute cette liberté artistique que je ne me plains pas. Oui, donc tu te considères même pas comme workaholic, quoi. À vrai dire, je crois qu'en 3 ans, j'ai dû me prendre 2 mois de vacances et je me suis ennuyé. Ah ouais. Ouais, je crois que passer 10 jours de rien, je m'ennuie. On peut ne pas rien faire en vacances. Hein, oui, mais c'était salvateur de rien faire. Ouais, hein, je pense. C'est ça. Oui, Dormir, c'est bien aussi de temps en temps. On va parler de ce château intérieur, mais justement, on démarre avec l'un de tes 6 choix musicaux, puisque telle est la règle. Donna Summer, Bad Girls, on l'écoute, on en parle juste après. Donna Summer, Bad Girls, le choix de... Je dis Paloma ou Hugo? Oh, tu dis ce que tu veux. Allez, Hugo pour une fois. Allez, le choix d'Hugo Bardin aujourd'hui en ce studio. Pourquoi Donna Summer? Je l'adore. Mais j'adore la disco, j'adore cette période et j'adore Donna Summer. C'est la fête. C'est une chanson qui te met dans quel genre d'état d'esprit? J'ai envie de danser et ça me rappelle, il y a un épisode de Sex and the City où elles font la fête à Long Island et c'est sur Bad Girl. Je pense à ça. La musique, ça te sert essentiellement à te mettre dans un mood particulier ou il y a une autre forme de plaisir? Tout le temps. Je parle de celle que tu écoutes, hein, pas celle que tu pratiques. Ah oui. Non, j'écoute de la musique pour tout. Quand je pense à un costume, quand j'écris un film, même un sketch, j'ai besoin qu'il y ait de la musique. Ça me donne un rythme. Ça te parasite pas? Ça dépend. Quand j'écris des dialogues, j'ai besoin que ce soit instrumental. Ouais. Mais je trouve que la musique, c'est vraiment, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vraiment un langage universel. Et moi, ça m'aide à structurer le rythme de ce que je fais, de mes journées déjà, et puis de ce que j'écris aussi. Je trouve que si j'écris sur un rythme musical, le risque, c'est qu'après, j'ai besoin d'associer cette musique avec ce que j'écris, mais ça m'aide à donner du rythme à mon travail. Paloma en musique, c'est ce qu'on écoute dans un instant et évidemment on en parle, tout ça ce sera juste après la pub. Paloma et Ellipse, Poison, c'est l'un des titres de Château intérieur, le premier album de Paloma. C'est assez cool à dire, est-ce que c'est chouette à entendre, le premier album de Paloma? Oui, c'est tellement improbable surtout, c'était tellement pas dans mon bingo de vie. Pourtant il y avait quand même eu quelques titres qui ont précédé l'album, qui donnaient quand même une bonne piste sur tes capacités à le faire. Oui, mais Love Larter, c'était une BO de film, c'était pas vraiment Paloma, c'était un peu un exercice de style. Et je pensais pas qu'elle aurait le succès qu'elle a eu parce que ça m'a complètement échappé. Et pour moi, c'était fin de l'histoire. Et puis il y a Rebecca Warrior qui m'a proposé de faire une chanson, qui m'a écrit une chanson avec Rome. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, j'aime le faire. Et ça me permet, en plus de ça, d'avoir quelque chose d'unique à offrir à mon personnage plutôt que de faire un énième lip-sync sur du Mylène Farmer. Je peux créer un univers qui est le mien, qui est complètement dans la lignée de celui de Mylène, certes, mais qui est le mien. Et en fait, l'idée de faire un album, elle est venue assez vite et très naturellement. Le nom magique a été prononcé, ça y est. En annonçant l'album sur Instagram, tu as écrit « Merci Mylène qui m'a donné le goût d'écrire et de mettre mes mots en musique ». Oui, parce qu'il n'y a pas une journée de ma vie sans Mylène. J'écoute... quotidiennement Mylène depuis 20 ans. J'écoute l'album Inamoramento presque tous les jours, intégralement. Je peux citer chaque souffle, les secondes qu'il y a entre le début de la chanson et la première phrase. Enfin, ça fait partie de moi et je pense que j'ai appris à écrire des chansons en écoutant Mylène, donc forcément j'ai des stigmates.
Est-ce que la rencontre a eu lieu à un moment ou pas? Non, mais je veux pas qu'elle ait lieu Ouais. comme ça. En fait, il y a eu un échange. Je sais qu'elle voit ce que je fais. Je sais que elle apprécie. Elle m'a écrit un petit mot. Mais moi, j'aimerais réaliser un clip pour Mylène. Ah bah oui, Voilà. fait pour En ça. fait, c'est comme ça que je veux la rencontrer. L'album, ça a été une gestation, si je ne m'abuse, d'1 an et demi. Alors, comme je le disais dans l'intro, c'est pas comme si tu avais rien fait d'autre pendant les mois qui viennent de s'écouler. Comment est-ce que tu as travaillé sur cet album? On avait une chanson dans les tiroirs avec Marc Brett Vitos qui avait fait Love Larter avec moi. Cette chanson, c'est Glaive, c'est l'ouverture de l'album. Et c'était le point de départ. Et après, j'ai, moi, eu une rupture amoureuse qui m'a complètement paralysé dans ma vie. Et c'était une période où, professionnellement, je travaillais beaucoup, où j'avais tout sur un plateau, mais rien n'avait de saveur. Ouais. Et bon, je pense que ça parle à tout le monde, mais il y a des ruptures qui sont pour lesquelles on ne trouve pas d'explication. Et en fait, moi, je me suis guéri en écrivant des chansons. Et en fait, c'est sorti. Ce que j'aime beaucoup, moi, sur l'album, c'est que tu t'empares d'une mythologie qui, normalement, est la chasse gardée des moyenâgeux. Et par là, j'entends des gens très moyennement ouverts d'esprit. Oui. Et toi, t'en fais un manifeste féminin, voire féministe. Parce que, on pense tout de suite à Jeanne d'Arc, bien sûr, parce que pour moi, j'en ai marre que ce soit une figure associée à l'extrême droite. Au contraire, c'est une figure d'une femme qui se fait violer dans une prison, que personne ne croit, que tout le monde traite de folle, qui se fait brûler vive. Enfin, on est quand même sur l'histoire des femmes contre le patriarcat, ou plutôt du patriarcat contre les femmes. Et moi, je joue avec une mythologie qui est féminine, je fais du drag, et il y a un moment, je ne peux pas me contenter de m'en servir uniquement visuellement et pour du divertissement. Pour du divertissement, il faut aussi que j'amène une idée derrière et du texte. Et utiliser des choses très intimes comme une rupture et la colère que ça amène et la tristesse aussi à un parcours plus universel qui est celui des femmes victimes dans la mythologie. Je trouvais ça intéressant. D'où le titre et le concept, Château intérieur. Oui, ça vient de Sœur Thérèse d'Avila et du fait d'ouvrir des portes les unes après les autres pour se connaître. Il y a une très belle chanson d'ailleurs de Brigitte Fontaine qui s'appelle Château intérieur. C'est un album qui est conçu, moi j'ai eu la sensation, comme une histoire complète, avec péripéties, cheminement intérieur et une oscillation entre mélancolie et humeur très très guerrière. Oui. Tu l'as pensé vraiment comme partant d'un point A à un complètement. point B, En fait, l'idée, c'était un peu la tapisserie d'Aubusson, quoi. C'était une fresque médiévale où il y a une histoire, un lien entre les chansons. Donc, je commence par l'espèce de la chape de plomb qu'on reçoit, qui est le choc amoureux, mais qui est également, pour moi, le fait de recevoir une couronne aussi. Ça a un double sens. Après, il y a l'amour qui devient toxique, la fuite de l'autre, la colère que ça amène, la solitude, l'appel à un ami, entre guillemets, avec SOS, et puis le renouveau, l'espoir qui revient et la découverte de soi-même. On poursuit la conversation sur cet album dans un instant. On passe à ton deuxième choix musical, Ayam, l'Empire du côté obscur. Personne ne s'attend à ça, je crois. J'adore Ayam. Ouais. Et celle-là en particulier? Mais je la trouve hyper camp, cette chanson. Je trouve que c'est vraiment une chanson de drague. Ouais. J'adore. Ah ouais, c'est très étonnant. Ah ouais, je la connais par cœur. Théodora sur Nova Fashion Designer, un titre que j'ai choisi pour Hugo Bardin Paloma. Ah, j'adore. Car j'ai ouï dire que tu l'avais beaucoup écouté. Oui, je l'ai beaucoup écouté. Mais j'adore Théodora, vraiment. Bon, c'est pas très original en 2025 d'aimer Théodora. Bah ouais, mais moi je trouve que dans le panel des femmes guerrières, elle envoie. Ouais. Et puis elle fait des clips absolument sublimes. Et ça, c'est très important pour moi. Eh ben alors justement, parlons-en, parce qu'on parle de ce premier album, Château intérieur. Quand tu as écrit, est-ce que tu as immédiatement pensé à l'image? Toujours, c'est un peu un prétexte d'ailleurs pour faire des clips. Je pense qu'il y a des gens qui font des clips pour pouvoir faire de la musique par la suite, parce que c'est un moyen de communication. Moi, c'est le contraire, je fais de la musique pour faire des clips. Mon but dans la vie, c'est de faire de l'image. Donc, si mon drag me permet en plus avec la musique, de créer une histoire, c'est génial. Le clip de Poison, le titre qu'on a écouté, qui est un duo avec Ellipse, c'est une variation sur Blanche-Neige, qui est incarnée par Ellipse. Toi, t'es la reine. C'est un clip qui est co-réalisé avec Olivier Calotti, avec qui tu as déjà travaillé. Oui, tous mes clips. L'art du vidéoclip, quand même, tous les artistes n'investissent plus dans ce domaine-là. Non. C'est Mylène aussi qui a formé ton goût pour ce... Oui. Mais parce que je pense que déjà l'économie de la musique... Le milieu de la musique a changé, l'économie musicale a changé. Moi, j'ai pas d'ambition musicale. Si mon album est un four et que personne ne l'écoute,
bon, je me serais fait plaisir en l'écrivant. C'était pas le projet de base. Mon projet, moi, c'est de faire du cinéma et d'être un grand réalisateur qui a du succès. Ouais. Mais si je deviens pas la prochaine victoire de la musique, je m'en remettrai. Par contre, je passe pas à côté du clip. Pour moi, c'est vraiment inhérent à l'univers que je veux créer. En fait, je suis pas juste en train de proposer un album musical. Je propose un visuel qui va avec et une histoire. C'est un concept album, bien complètement. sûr. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des illustrations qui sont signées Hugo Michalet, avec qui tu avais fait la bande dessinée Pluriel. Je suis très fidèle, moi je travaille toujours avec les mêmes Oui, personnes. je vois ça, il y a un crew autour de toi. Ouais. On a entendu le duo avec Ellipse, il y en a un autre avec Diamanda Calas, et il y a aussi un duo avec Faust, qui est une chanteuse harpiste avec qui tu interprètes le très bien nommé Manifesto. Je jure que la nuit, l'armure nous lie. Avant de revenir à Manifesto, je voulais savoir comment est-ce que tu as choisi les duettistes avec qui tu allais chanter. Je me suis dit, qui est vraiment gothique encore aujourd'hui? Voilà. J'avais envie de travailler avec Ellipse parce qu'on est très liés, on s'aime énormément et puis les gens nous associent et puis il y a c'est un peu du fan service à bout d'un moment de se dire bon, allez, on va offrir une vraie fiction lesbienne entre drag queens au public. Et puis Ellipse chante très bien et je voulais que le public le voit. Faust, c'est une découverte. Je la connaissais en tant que comédienne pour l'avoir vue jouer Barbara au théâtre, mais j'ai découvert vraiment la chanteuse qui pour moi est un mélange, sans vouloir comparer entre Mylène et Robert, une espèce de créature qui correspond parfaitement à mon univers et que j'adore. J'ai vraiment fait une rencontre dingue. Et puis Diamanda, c'est ma jumelle de l'ombre. Voilà. Et pour en revenir donc à Manifesto, c'est un hymne à la révolte, à la sororité. En réalité, j'ai l'impression que tu empruntes la mécanique des contes avec Princesse pour en retourner les stigmates. Exactement, ouais. Chaque chanson est associée à un conte. Princesse, ouais, mais enfin bon, on va pas compter sur les gens habituels pour venir nous sauver, quoi. Voilà, exactement. Et elles sont toutes un peu... je les pervertis volontairement pour leur donner de la force et je les rends un peu moins passives. La princesse au petit pois, elle est pas perchée sur son lit et la princesse en haut de la tour, elle en descend de sa tour pour prendre un cheval et aller toute seule, comme une grande. Exactement. Ou éventuellement avec des copines. Oui, le Scum Manifesto de Valeria Solanas. Voilà, c'est ça. C'est une pop que je qualifierais hardiment d'expérimentale, mystique, gothique, avec ce qu'il faut de narration élaborée, de mise en scène. Mais ce sont aussi des textes très personnels, très intimes, qu'on imagine donc être ceux d'Hugo. Et c'est Paloma qui sort l'album. Est-ce qu'il y a eu une hésitation? Non, parce que je pense que je ne serais pas capable de faire ça en Hugo. Ouais. La pudeur oblige. Et puis, c'est plus facile d'avoir un personnage pour dire des choses très intimes. Mais je pense que c'est le cas de tous les artistes qui ont un avatar, que ce soit Mylène, Lady Gaga. C'est très rassurant de se dire je donne des mots à un autre. On n'est pas obligé de me les attribuer pour de vrai. Il y a des choses que je dis qui sont romantisées, dramatisées, d'autres qui sont très, très, très intimes. Et je parle d'Hugo à un moment dans SOS. Mais oui, on peut appeler ça de la lâcheté. Pour moi, c'est une manière d'être plus généreux. C'est d'offrir à Paloma une identité que peut-être elle n'a pas réellement. C'est un personnage. Et ça te permet de la mettre en scène encore une fois. Complètement. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que cet avatar, Paloma, est verbalement très libre, sans filtre, on peut le dire. Oui. Du coup, ça donne l'impression que via la musique, tu arrives à dire des trucs que tu n'oserais peut-être pas dire... Oui. Complètement. Sur scène, et puis je pense aussi que j'ai donné une image avec Drag Race et ce que j'ai pu faire après de espèce de grande rousse un peu froide et intouchable qui me va très bien et qui me rassure aussi d'être dans ma tour d'ivoire. Parfois, c'est une protection que j'aime bien. Je m'en rends compte même avec les autres filles de Drag Race et que parfois je sais pas que je suis dans une tour d'ivoire, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je me protège même du groupe. Je veux pas que ça m'impacte. Je veux pas être blessée. Et là, je me suis dit, c'est le moment un peu de donner quelque chose de très intime aussi, même sur ce personnage. De casser ce côté grande prêtresse qui ne ressent rien. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien sûr. Alors, tu as parlé des clips. J'imagine qu'il y a l'ambition d'en sortir autant que possible sur chacune de ces histoires. Oui. Mais pour autant, est-ce que tu as réfléchi à accompagner cet album
sur scène, en concert. Ouais, j'y pense. En fait, c'est très tentant. Ellipse m'en a parlé, Fausse m'en a parlé, tout le monde m'en parle. Si je le fais, ça sera concept. Ça sera pas... C'est une histoire, hein, encore une fois. Oui, ça sera une scène histoire, différente, ouais. Et je veux que ça reste malgré tout quand même du drag. Même si j'ai gommé certains aspects du drag dans l'album parce que je voulais plus d'androgynie, plus de Chevalier Déon et moins de Divine. Ouais. Mais j'imagine quelque chose en tout cas qui sera entre le lip sync, le théâtre. Je veux pas faire un concert, enfin je suis pas chanteur live, ça c'est sûr. Alors moi j'ai toujours rêvé d'être directrice de casting. Dans un instant on joue. Oui, je te laisse pas le choix. J'adore. Je te propose quelques grands rôles du répertoire. J'ai moi-même déterminé le répertoire, hein, donc on est vraiment sur... Et tu me diras si tu t'y vois ou pas. On écoutera également ton troisième choix, à savoir Massive Attack, et tout ça, ce sera juste après la pub. Massive Attack sur Nova avec Angel, le choix du gobardin Paloma, invité du score aujourd'hui. Pourquoi Massive Attack ? J'adore Massive Attack. C'était la musique que j'avais mis dans un spectacle. Il y a des années, j'avais monté un spectacle sur une maison close, sur des prostituées. Et, c'était la BO du spectacle. Et j'adore. Très bien. Fait danser. Je te propose un jeu. Je te propose des rôles divers et variés. Ouais. Tu me dis si tu as envie de les endosser ou pas, de les reprendre ou pas. J'adore. On commence par celui-là. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Valérie Lemercier dans Aline. Est-ce que c'est le genre de rôle que tu aimerais endosser ? Valérie Lemercier ou Aline ? Aline, genre le biopic musical, un peu... Alors, tu sais à qui je pense, par exemple. Oui, mais alors, je sais que ça n'arrivera jamais parce qu'elle est absolument contre. Ouais. Mais j'adorerais... Hélène Farmer, hein, pour ceux qui prennent en cours de route. Mais j'y pense, c'est marrant que tu m'en parles parce que j'y pense beaucoup en ce moment. Je me dis, j'adorerais faire J'ai vu récemment The Apprentice, le film sur Trump. Ouais, et j'ai trouvé la mise en scène complètement dingue. Ouais. Et je me suis dit, ça serait génial de faire un truc comme ça, mais genre un moment de vie d'une artiste, genre une tournée, suivre la vie d'un groupe en tournée. Et si la tournée Enamoramento, Millennium Tour, je me vois bien faire un faux documentaire, mais de fiction. Donc le genre de rôle qui pourrait éventuellement te tenter. Ah non, je t'aimes beaucoup Valérie Lemercier aussi. Ah mais fan absolu de Valérie Lemercier. Non, je pensais en tant que réalisateur. Si je devais moi jouer dans un biopic musical, malheureusement je suis pas anglais, mais Oscar Wilde, j'adorerais. Ouais. Bah ouais. Ok. Rôle suivant. My name is Patsy Stone. I'm an alcoholic. And what she did was an act of humanitarian mercy. That is hardly a reason to steal a crate of champagne. No, further. Patsy Stone. Yes. Patsy Stone, Joanna Lumley dans la série anglaise Ab-Fab. Idole absolue. Et non seulement oui, j'aimerais la jouer, mais peut-être que c'est dans les tuyaux. Mais alors une version française d'Ab-Fab qui peut-être que c'est en écriture. Qui serait cette fois réussie. Voilà. Très méchant, c'est vraiment ce qu'on appelle une balle perdue. Non, mais je suis bien d'accord. Oui, voilà, je ne le savais pas, tu vois. C'est dans les tuyaux depuis quelques mois déjà. Génial. Rôle suivant. Desde hace 2 días, el juez Domínguez instruye el caso, sin haber encontrado hasta el momento ninguna pista digna de sospecha. Según los resultados de la autopsia, la víctima, poco antes de morir, había hecho el amor. Victoria Abril dans Talons Aiguilles. Ah, c'est dans Talons Aiguilles, ouais. De Pedro Almodovar. Ah oui, elle parle de l'autopsie. Ouais. Almodovar. Paloma, c'est vraiment une comédienne d'Almodovar. Oui, mais à tel point que maintenant, il veut plus travailler avec ce genre de profil. Maintenant, il fait des films avec Pamela Anderson, ce qui est formidable. Mais je pense que j'ai raté le coche. Ouais, il n'est jamais trop tard. Ouais, j'en rêve. On peut revenir sur ces bases à un moment. Pedro, si tu nous écoutes, j'aimerais qu'il fasse une comédie comme dans les années 90, bien crade, bien punk, et je vais être dedans. Très bien. Rôle suivant. Vous me demandez à moi, la bonne, comment j'ai séduit Marcel ? S'il vous plaît. Mais vous savez, mademoiselle, la féminité, le charme... La séduction. La séduction, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Ce sont des armes qu'on a ou qu'on n'a pas. Ah ouais, on peut même lip-syncer les films. 8 femmes de François Ozon. Emmanuel Béard, qui est là face à Isabelle Huppert, qu'on n'a pas entendu. Mais... Je joue Louise. Fascination ultime, choc cinématographique à 11 ans. Je me suis pris pour Emmanuel Béard à peu près 10 ans de ma vie. Je la dessinais tous les jours, je faisais des mots devant le miroir. Oh. J'ai structuré mon drague, je pense, beaucoup en fonction d'elle.
Mais alors, ceci étant, 8 femmes version drague, ça pourrait être fantastique. Mais ça a été fait déjà par des tu vois. dragues locales, par Poutre et toute sa bande. J'étais très jaloux d'ailleurs. Je ne le savais pas. Ouais, mais ça, je l'ai pas vu non plus, mais ça avait l'air dément. Mais oui, il faut faire un truc avec ça, c'est sûr. Ouais. Rôle suivant. When I saw you. C'est Gaga dans Joker. Bah oui, Folie à 2. Ouais. I didn't feel so alone anymore. J'ai détesté. Moi aussi. J'ai adoré le premier. Mais je propose quand même ce genre de rôle. Est-ce que c'est tentant quand même sur le papier? Harley Quinn ou le Joker? Harley Quinn. Mais je crois que je préférais jouer le Joker. Ah ouais. En fait, Harley Quinn, je pense que j'aime trop que ce soit une femme. Ouais. J'aimerais pas que ce soit un mec qui joue ce rôle. Et pour moi, le casting était pas bon. Et le premier était tellement génial. J'ai trouvé que le deuxième, ça marchait pas. J'aurais préféré... Je sais pas. Que ça s'arrête là. Ouais, mais en fait, le premier était tellement réaliste et il y avait tellement ce truc de... C'était tellement réel, ce mec, il existe. Ouais. Et dans le deuxième, je trouvais que ce couple n'existait pas. C'était... je voyais Lady Gaga. Ouais. Ok. Et alors, en bonus, dernier rôle. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme un carnaval. Silence, la vilaine. Marianne Chazelle je prends. Ginette dans Les Visiteurs. Oui. Ça fait toujours partie de tes totems, Les Visiteurs. Mais Les Visiteurs, je peux le réciter de la première minute à la dernière. Et Dame Ginette... Ginette Cerclé, de son vrai nom. Peu de gens le savent, c'est pointu. Non, je te confirme. Et oui, j'adorerais jouer Dame Ginette. Ouais. Mais tous les rôles de Marianne Chazelle, d'une manière générale. C'est vrai? Ah bah oui, j'adore. Bah voilà, donc je suis pas une trop mauvaise directrice de casting. Moi, je te prends dans tous les rôles. On oublie Joker, T'as compris ma DA. Ouais, très bien. On a parlé d'idoles féminines, en voici une autre. Catherine Ringer. On écoute Sparks et Rita Mitsuko, Singing in the Shower. Madonna sur Nova avec Erotica, le choix de Paloma Hugo Bardin. Meilleur album. Non, c'est vrai, c'est ton préf de Madonna? Non, il y a American Life aussi. Ah ouais? Ouais, mais j'adore. J'adore cette période, j'adore son... Elle s'excuse de rien, quoi. Genre, c'est tellement sexy, c'est tellement féministe. Et ça n'a pas pris une ride. Genre, on a encore envie de faire l'amour sur cet album. Mais alors, t'es pas du tout dans la team Madonna première époque? Tu préfères les albums après? Non, moi je suis pas Madonna années 80. J'aime bien, mais je préfère 90-2000. Je trouve que c'est là où... Mais souvent les artistes, Mylène aussi, 90-2000 plus que 80. C'est peut-être générationnel aussi. Ouais. Moi je préfère les années 80, New Wave, plus rock, plus goth. Ouais. Elles, je les préfère dans les années 90-2000 parce qu'il y a un truc où elles incarnent cette époque, je trouve. Ouais. Tu fais partie des artistes qui perpétuent la transmission de l'histoire du drag avec ce que ça implique d'engagement. Je le disais, tu étais sur scène samedi dernier au Trianon pour un cabaret au profit de la maison d'Alana, un hébergement d'urgence pour les victimes de LGBT-phobie. Je rappelle que d'ailleurs, vous pouvez faire des dons. Il y a une page dédiée pour aider la maison d'Alana. C'est, je ne vais pas dire c'est important, mais c'est très naturel pour toi de rendre public cette parole-là aussi. Naturel, oui. Enfin, je sais pas si c'est naturel, mais c'est même pas que c'est obligatoire. C'est que pour moi, c'est une évidence. Hein. Ouais, ça pourrait ne pas l'être. Hein, tu vois. Tu pourrais aussi envisager. Je fais du spectacle et. Bon, il y en a plein qui l'envisagent comme ça d'ailleurs, mais on ne citera pas de nom. Mais moi, je le dis tout le temps. Mais quand j'ai gagné Drag Race, j'ai pris conscience de mon privilège. En fait, je suis quand même une drag queen. Certes, je reste quand même une cible pour beaucoup de gens dans la société. Mais les JO nous l'ont prouvé. Hein, à part revenir là-dessus. Mais je reste quand même un mec blanc, homo certes, mais cisgenre. J'ai quand même famille bourgeoise, éduquée. J'ai quand même beaucoup de privilèges. Et mon premier privilège, c'est d'être conscient de mon privilège. Ouais. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et si aujourd'hui, moi, je m'associe pas à des projets comme la Maison d'Alana, qui va le faire, en fait? Je parlais d'histoire et de transmission aussi parce que tu as publié avec Élodie Petit Queens, l'art du drag dans le monde, un très beau livre paru chez Hors Collection. 25 portraits de reines sur 5 continents. 5 continents, j'ai pas dit tous les pays, évidemment. Oui. Est-ce qu'il faut encore et toujours rappeler l'importance et la diversité du drag? Oui, et surtout son ancienneté. Parce que la première chose qu'on nous dit quand on veut nous dire qu'on est un lobby et qu'on est en train de pervertir la jeunesse, c'est que on vient pas de débarquer. Hein. Le drag est là depuis très longtemps, sous diverses formes. Alors on le voit dans le livre, notamment sur le continent européen ou même sur les pays du Nord. Il y a des racines communes qui sont le théâtre antique, le théâtre élisabétain. Voilà, c'est pas nouveau, hein, le travestissement sur scène.
Mais quand on s'intéresse à d'autres continents, on se rend compte que c'est même encore plus ancien parfois. Continent africain, il y a des racines, ou d'Amérique du Sud, il y a des racines qui sont hyper anciennes. Il y a du travestissement il y a 2000 ans. Ouais. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un livre géopolitique, mais pas loin quand même. Hein. Bah, ça nous rappelle quand même qu'on n'est pas un art récent, que ce n'est pas juste RuPaul qui a inventé ça, ça existe depuis longtemps, et que c'est riche, que c'est divers et varié d'un continent à l'autre. Le livre s'ouvre justement sur RuPaul parce que c'est à la fois la reine et l'apôtre. C'est vraiment la diffusion et je ne sais pas si on dit mainstreamisation. Bien sûr, oui. C'est grâce à RuPaul que moi je travaille aujourd'hui, je le sais. Elle a contribué à rendre le drag populaire. Ouais. Il y a énormément de reines. Alors moi, il y en a quelques-unes que je connaissais, celles des éditions de Drag Race que j'ai évidemment regardées. Et il y a plein d'endroits dans lesquels je ne savais pas que le drag avait aussi ses reines populaires. Qu'est-ce que toi, tu as découvert de chaque pays à travers le drag qui y est pratiqué ? Déjà, on a essayé de ne pas mettre que des queens de Drag Race, même dans les pays où il y avait Drag Race, parce que c'était important aussi de ne pas faire un livre sur ça. Il y a des endroits où on a galéré, parce qu'il y a des endroits où c'était très compliqué. La Chine et la Russie, ça a été pour des raisons évidentes, c'est que c'est vivre en dictature, donc le drag n'existe pas là-bas. Enfin, en tout cas, il n'est pas légal, donc il est clandestin, donc c'était très compliqué. Parfois il a fallu passer par des biais invraisemblables, télécharger des applications pour pouvoir discuter sans être surveillé. Ce qu'on a appris et ce qu'on savait déjà, c'est que le drag est éminemment politique et que c'est un acte de rébellion. On l'oublie, mais dans certains pays c'est vital comme moyen d'expression. C'est-à-dire qu'elles n'ont que ça, et c'est clandestin. Cohabitent dans le même livre Miss Tizi pour la Russie et Verka Serduchka pour l'Ukraine. Par exemple. Ce qui n'est pas rien, en fait. Et Miss Tizi, pour elle, Verka, c'est une idole absolue. Ouais. Donc en fait, elle me dit, je suis dans le même livre que mon idole, et c'est deux pays qui sont en guerre, et c'est terrible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le drag, il n'y a pas de guerre, quoi. On communie un art en commun. Et puisqu'on parle de communion et de mémoire vive, il a été annoncé, tu l'as dit, que tu allais donc réaliser un film sur Bambi. Bambi dont tu dis, elle m'a appris le courage et la liberté. Ouais. Ah oui. Et puis, le faire sans que ce soit un geste, comment dire, sans revendication presque. Oui, je te laisse juste expliquer qui est Bambi. Bambi, Marie-Pierre Pruvot, qui est aujourd'hui une femme de lettres, une écrivaine, ancienne professeure de l'éducation nationale, et bien avant cela, vedette du cabaret Madame Arthur et du Carrousel dans les années 50-60. Et c'est une des premières femmes trans à avoir obtenu son changement d'état civil. Ouais. Et je pense la première à avoir eu les palmes académiques. Et toi, tu envisages un film sur ces années cabaret, c'est ça ? Oui, le film commence à l'arrivée de Marie-Pierre, de Bambi à Paris en 53 et va jusqu'en 74 à son départ à Cherbourg dans l'éducation nationale. Donc je couvre 20 ans de cabaret, 20 ans de répression policière, de découverte des hormones, des opérations, évolution aussi du cabaret, de la vie de ces femmes. C'est un film choral, mais c'est Bambi l'héroïne. Et sortie prévue, idéalement tournage en avril, sortie, je sais pas. 2027, plutôt a priori. 2027, on Très espère. bien. Je te propose une nouvelle pause musicale. J'ai honteusement triché, j'ai choisi un des titres que tu avais choisi lors d'une de tes précédentes venues. Oh, ça va. Crystal Waters, J'adore. Gypsy Woman. Crystal Waters sur Nova, Gypsy Woman, un titre choisi pour Hugo Bardin. Paloma. Oui, j'ai triché, mais on a le droit. Si je le dis que j'ai triché, ça ne prendra jamais de risque. C'est fou, hein. C'est fou. Il y a des chansons comme ça, t'as envie de danser. Ça te propulse à un endroit particulier, toi ? Oui. C'est lié à des souvenirs précis ? Oui, je le relis beaucoup à Drag Race parce que c'est un lip-sync culte dans Drag Race. Mais pour moi, c'est vraiment une chanson que j'associe à la communauté, au queer, au voguing. Donc automatiquement, j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui dansent. Et ça peut me faire lever pour danser, ce qui est le cas de peu de chansons. C'est fou le nombre de chansons qui maintenant sont associées à tout jamais à des lip-sync. Moi, il y a des titres que j'entends, je pense aux gens que j'ai vus danser dessus. Sorry Not Sorry, par exemple, If You Only Brooklyn Heights. Voilà, c'est fou. Avec les pirouettes. Ouais. Oui. Ça te fait la même chose. Oui, parce que je pense que c'est un truc que tout le monde
fait dans la vie, enfant, de mettre des chansons et de les psycher dans sa chambre. Ouais. Et tout d'un coup, tu as des adultes déguisés avec des perruques qui font ça à la télévision. Donc c'est possible. Voilà, c'est possible, ça résonne avec l'enfant en nous. On continue de parler de musique dans un instant. On écoutera l'un de tes autres choix. Je l'annonce maintenant, non, on va garder la surprise et je te reposerai le questionnaire musical du score. Bronski Beat sur Nova, Small Town Boy dans la playlist d'Hugo Bardin, Paloma. Bah, Londres dans les années 90, je pense que... Moi qui suis pas fêtard, là j'y serais allé. Ouais. Ah ouais. Mais l'Angleterre d'une manière générale, Pete Burns, toute cette époque, Boy George... Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la nostalgie de période que tu n'as pas vécue? Mais bien tu vois, une sûr. espèce de fantasme de j'aurais aimé être là, à cet endroit-là. J'ai Philippe Quintin-Stern de King Chef and Drag Queen qui parle de moi en disant que j'ai certainement été physio au Palace dans une autre vie. Ouais. J'adore, mais moi, en fait j'adore fantasmer autour de ces icônes, quoi. Je trouve que c'est dément de... Puis c'est notre héritage. Puis la musique, ça marche bien pour ça, pour le coup. Ouais, mais vraiment. Pour te propulser à un autre endroit, à une autre époque, c'est quand même nickel. Oui, je suis pas du tout passéiste, mais nostalgique, d'une époque que j'ai pas connue, certainement. Ouais, mais c'est mieux d'être nostalgique d'une période que t'as pas connue. C'est moins compliqué. Es-tu prêt à répondre à ce questionnaire souvenir du score? Je vais encore être très mauvais. Mais non, allez, on y va. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, en tout cas la tienne? Baya, Véronique Sanson. Très bien. La chanson de ton adolescence. Alors, une des chansons de ton adolescence, du coup. Pas le temps de vivre, Mylène Farmer. Ok. Ton hit de karaoké. Ah, je déteste le karaoké. Mais si tu devais. Si je devais, je sais pas, de Céline Dion. Ok. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Ah bah, l'Empire du côté obscur I Am. de I Am. Ouais, c'est vrai que ça a bien marché. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Ah ben, je vais sortir de Crystal Waters parce que c'est... Dirty Diana de Michael Jackson. Ah ouais? J'adore cette chanson. Compliqué à danser. Eh ben, je n'aime pas Michael Jackson. Je sais, c'est pas bien. Personne ne comprend quand je dis ça. Non, moi je... Mais Dirty Diana, moi je danse en contretemps tout le temps. Et ben, ça marche sur Dirty Diana. Ok, très bien. Le titre qui te fait sortir de la piste de danse. C'est méchant, mais... à peu près tout, de Zaz, Renan Luce, Vianney et Benabar. Je vous fais un lot. Voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Je dis souvent, ça c'est le feu de bois et après je rajoute... je dirais pas qui dedans. Ta chanson de comédie musicale préférée? Ah, je n'aime pas les comédies musicales. T'aimes pas les comédies musicales? Je déteste la comédie musicale, sauf Bob Fosse. Donc, Cabaret, Mein Herr. Ok. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? J'écoute beaucoup en ce moment de chansons de Coccinelle, donc je cherche un milliardaire. Donc j'imagine pour le travail sur le film, sûrement. Et pour terminer, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Moi, t'as cité Zaz, ça y est, j'ai je veux dans la tête. Mais non. Si, je l'ai déjà dit, mais je vais pas le redire. Non, je sais qui tu vas dire. C'est le jour 1. Ah ouais. Ah ouais, dès qu'elle te rentre dans la tête, celle-là. Ouais, alors non, ça y est, non, en non. fait. Celle en ce moment qui j'ai du mal à me la sortir, c'est Elena, Mauvais garçon. Ah oui, c'est vrai que ça marche bien aussi. Ouais. Bah voilà, tu vois, tu as répondu extrêmement rapidement, ce qui me permet de rappeler que Château intérieur, l'album est disponible. Et je crois qu'il y a une version vinyle pour le 28 novembre, c'est ça? Tout à fait, limité, très limité. C'est-à-dire je crois que c'est... Une couleur particulière. Oui, une couleur particulière. L'objet est beau, j'ai vu la photo. On a fait ça bien quand même. Bah oui, je vois ça. Merci mille fois, Hugo, d'être repassé par ce studio. C'est toujours un plaisir. Écoute, tu vois quand il y a la lumière, tu passes quand tu veux. Vraiment, la maison, il n'y a pas de souci. On te laisse un petit fauteuil, un truc à grignoter au cas où. On se quitte, j'annonce quand même que c'est David Blow dans un instant, le Nova Club, et on se quitte sur ton dernier choix, les Supremes, que je te laisse justifier. Stop in the name of love. Meilleure girls band de l'histoire.